Jean-Frédéric Dreyfus, merci d'être venu. On vous donne la parole pour nous donner votre avis, votre vécu, et vos questionnements. Bien, merci pour l'invitation. Merci pour votre présentation, parce que je vais rebondir ou infirmer. Et merci à la présentation précédente, parce que j'ai découvert vraiment un autre mode de fonctionnement. Donc moi, d'abord, je vais me présenter. Je me suis permis de dire, je vais raconter un peu mon histoire. J'ai un mandat d'administrateur, de nombreux mandats d'administrateur, mais un mandat d'administrateur salarié depuis un certain temps. C'est ma vie que je raconte là. Ce n'est pas ce qui nécessairement se passe dans d'autres entreprises, y compris de la même branche, et vous verrez que c'est très, effectivement, diversifié suivant les présidents. Parce que de toute manière, il ne faut pas se voiler la face, ce sont les présidents des entreprises qui décident seuls, on pourrait presque dire, de la manière dont ils vont traiter leurs administrateurs salariés. Alors, mon histoire, moi, je suis rentré à la Banque Indosuez il y a environ 30 ans. La Banque Indosuez est devenue aujourd'hui Crédit Agricole Corporate Investment Bank, la filiale de banque d'affaires du groupe Crédit Agricole, après le rapprochement avec le Crédit Lyonnais, après le rapprochement avec les équipes de Crédit Agricole SA. Et donc, j'ai travaillé à la comptabilité, au risque, et je suis actuellement dans l'équipe développement durable et RSE. Donc, j'ai une maîtrise de gestion d'une petite université qui s'appelle Dauphine, et je suis expert comptable. Donc j'ai eu un parcours syndical à côté de mon parcours professionnel. J'ai rejoint un syndicat qui s'appelle le Syndicat national de la banque et du crédit, qui est rattaché à la Confédération française de l'encadrement CGC, et confédération dont j'ai été le trésorier national, mais dont j'ai été surtout le secrétaire national en charge du développement durable et de la RSE. C'est-à-dire que moi j'ai siégé au Grenelle de l'environnement depuis le tout début avec Jean-Louis Borloo et Nathalie Cossot-Morisset, et je participe toujours aujourd'hui aux travaux de la plateforme RSE rattachée au Premier ministre. Et donc, j'ai plusieurs mandats au titre de ma confédération. J'ai plusieurs mandats d'administrateur. Je suis administrateur de Dauphine en tant que personnalité extérieure attachée à une organisation syndicale avec une collègue qui représente la CFDT. Je suis administrateur de l'ORS, qui a été cité, dont Daniel Lebec-Gara tout à l'heure, donc l'Observatoire sur la responsabilité sociétale des entreprises. J'en suis administrateur et trésorier. Et je suis administrateur d'Astria, qui est un des plus gros collecteurs de ce qu'on appelle le 1% logement, même si aujourd'hui ça s'appelle Action Logement. Mais ce pourquoi je suis ici, c'est parce que je suis d'abord administrateur de ma banque, administrateur salarié élu. Je voudrais dire d'abord que on n'est pas syndicaliste, ou on n'est pas je vais être administrateur salarié. C'est pas comme ça, ce sont des rencontres. Et d'ailleurs, bien souvent, on devient syndicaliste par les rencontres avec des gens. Moi, est-ce que ça t'intéresserait de rejoindre? Ah bon, vous faites quoi? Quel est l'intérêt? C'est quoi vos valeurs? Et on rentre dans un circuit, et à un moment, on dit, bah oui, ça m'intéresse de défendre, de comprendre et de défendre l'intérêt de la collectivité du travail. Alors, on m'a présenté candidat administrateur salarié en 1996, et j'ai été battu par l'administrateur sortant. Et donc, de 96 à 99, j'ai été élu délégué du personnel, et élu au CHSCT, donc le Comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail, et j'ai été représentant syndical au comité d'entreprise. En 99, je me représente, et là, je remporte de 16 voix le poste d'administrateur, et donc je termine l'année prochaine mon 6e mandat de 3 ans. Il n'y a pas de durée de mandat. Ça peut être 3 ans, ça peut être 4 ans, ça peut être 6 ans. Et ce n'est pas nécessairement une volonté. Il faut bien comprendre qu'on ne trouve pas des administrateurs salariés en claquant dans les doigts. Beaucoup de, je dirais, syndicalistes ne veulent pas être administrateurs. Certains syndicats que je ne nommerai pas diront « nous ne voulons pas participer à la prise de décision de pouvoir ». C'est le rôle de la direction. Nous, en tant que syndicat, on n'a pas à participer à une conseil d'administration. Donc nous refusons même de présenter des candidats. Ça existe. D'autres qui sont des syndicalistes, je dirais, classiques, vont dire non, moi ce qui m'intéresse, c'est la défense individuelle de la personne dans des délégués du personnel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les conditions de travail dans un CHSCT. Ou moi, ce qui m'intéresse, c'est un comité d'entreprise, parce que je vais être sur la vie de l'entreprise en tant que telle, ou bien je vais travailler sur les œuvres sociales. Dans les grandes entreprises, il faut bien des gens qui travaillent sur tout l'aspect également œuvres sociales. Et puis, ce n'est pas du tout la même configuration. Dans une entreprise comme la mienne à la banque, imaginez un comité d'entreprise. Vous avez le président, le directeur général délégué qui est présent, la DRH, le responsable des affaires sociales, et vient une ou deux personnes en fonction des sujets. Et en face, vous avez quoi? Vous avez 24 élus, titulaires ou suppléants, vous avez 5 délégués syndicaux, vous avez 5 représentants syndicaux. Donc vous avez 3 à 5 représentants de la direction face à 35 élus. En conseil d'administration, c'est exactement l'inverse. Je représente les cadres, j'ai mon collègue qui représente les techniciens, j'ai le secrétaire du CE, et en face, j'ai que des administrateurs, indépendants ou pas, et
l'ensemble des cadres supérieurs qui viennent expliquer, avec bien entendu les cadres dirigeants qui sont là. Alors la prise de parole n'est pas tout à fait la même, et j'y reviendrai, mais il faut bien comprendre que c'est également une réalité. Il y a des gens qui n'ont pas envie de lever la main et de dire un certain nombre de choses, j'y reviendrai dans quelques instants. Le vote, justement, fait que, à la limite, moi, en tant qu'élu, d'abord, on ne vote pas, normalement, pour un syndicat. On vote pour une personne parrainée par un syndicat. Puisque vous avez évoqué la responsabilité, ce n'est pas le syndicat qui est responsable, c'est vous, de ce que vous dites, qui pouvait être poursuivi. C'est quand même un élément qui est important. Donc vous êtes élu. Et un élément qui est aussi important, c'est que vous êtes élu avec vous un ou une remplaçante, ou inversement. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, maintenant, la mixité fait que, normalement, les listes doivent être un homme, une femme. Ça serait la moindre des choses partout, et c'est ce sur quoi on doit tendre. Mais ça veut dire que vous avez un remplaçant. Alors, si vous avez le remplaçant, c'est quand vous siégez, le remplaçant, il n'est pas là. Et le remplaçant, il ne sera jamais là tant que vous serez membre du conseil d'administration. Ce n'est pas un suppléant. Comme au CE, vous n'êtes pas là, le suppléant vient. Si vous n'êtes pas là, vous donnez votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Le remplaçant, la remplaçante viendra à votre place si vous quittez l'entreprise, si vous démissionnez de votre mandat, si vous décédez, enfin bref, si vous quittez l'instance. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est un élément qui est quand même important à souligner. Et le vote en général, moi je l'ai bien senti, c'est une réalité, on peut regarder sur les scores, j'ai toujours fait plus de voix que mon syndicat. Puisqu'après, c'est une question de notoriété, c'est une question de courage, c'est une question de capacité à dire des choses, et on vote de moins... Évidemment, il faut être honnête qu'on va voter tel ou tel syndicat, mais la personnalité des gens fait qu'à un moment donné, on vote d'abord pour être certain que les idées vont être portées. Alors, mon premier contact post-élection, et j'en parle parce que ça m'a marqué, et ça répond un peu aussi à ce que vous avez dit. Je vais voir mon directeur général quelques jours après être élu. Puis je lui demande, c'est quoi pour vous, administrateur salarié? Quels sont les grands principes? Alors, il y a deux grands principes. La confidentialité et la courtoisie. Alors là, la confidentialité, moi, je vais y revenir tout de suite. Ça a toujours été un prétexte, et vous l'avez évoqué, du MEDEF ou autre, pour ne pas avoir d'administrateur salarié. Que l'on me donne des exemples, moi j'en ai un, mais qu'on me donne des exemples où des éléments d'un conseil d'administration sont arrivés dans la presse, parce que c'est tout ça, hein, non, la réalité, c'est que tout ce qui va dans la presse, ce sont des règlements de compte qui ont lieu entre membres du conseil d'administration. Il faut être clair, hein, et on le voit en permanence, dans toutes les grandes entreprises aujourd'hui, c'est uniquement ça. L'administrateur salarié, il ne va pas aller appeler la presse pour raconter des choses. Il est appelé par la presse. Alors, à lui de voir s'il répond ou s'il ne répond pas. Dans certains cas, on peut répondre, mais bon, il faut faire de plus en plus attention, enfin, surtout dans une banque, hein, et sinon, on renvoie vers la communication en tant que telle. Alors, la courtoisie, c'était assez amusant que le premier principe, le deuxième principe qu'on donne, ce soit la courtoisie, mais c'est vrai. Vous vous rendez compte très simplement que vous faites passer tous les messages que vous voulez, dès lors que vous êtes capable d'être courtois. Et je pourrais éventuellement plus tard vous donner quelques exemples. On peut dire des choses qui font très très mal, mais à partir du moment, il faut le dire avec le sourire. Et les gens qui sont à la table, généralement, ils baissent la tête, ou ils savent très bien de quoi vous parlez. Donc, mais si vous agressez, vous êtes de toute manière mort au bout d'un certain moment. Alors j'ai évidemment posé ma deuxième question. Est-ce que j'ai le droit, moi, en tant qu'administrateur, de poser toutes les questions? D'après vous, quelle est la réponse? Ben, la réponse, c'est oui, bien sûr. Et alors moi, je dis à mon directeur général, c'est oui, bien sûr. Il me dit non. Et je dis, vous avez raison. Moi, au début, quand je suis arrivé administrateur, j'avais entre 150 et 200 questions. J'avais à peu près ça de documents il y a 10 ans. J'avais conseil d'administration lundi, c'est ça de documents. Aujourd'hui, dans les banques, je ne vous en parle pas, enfin bon, on va en revenir. Donc, c'est obligatoirement des dizaines ou des centaines de questions potentielles, de forme ou de fond. Donc, j'ai dit, OK, j'accepte de ne pas poser mes questions, mais je veux deux contreparties. La première, c'est l'accès à tous les cadres supérieurs. C'est-à-dire, si je ne comprends pas, je vais demander directement au responsable du métier, au responsable, est-ce que je peux vous rencontrer? En tant que tel, vous ouvrez les portes. La réponse est évidemment oui. Il n'y a aucune raison d'interdire, au contraire, de mieux connaître l'entreprise. La deuxième, c'est que je veux une réunion préparatoire, c'est-à-dire que je veux poser toutes mes questions dans une réunion avant. Donc il y a des réunions qui aujourd'hui sont transformées sous forme de déjeuner, où j'ai un des directeurs généraux délégués, le patron des risques, le patron de la comptabilité, le directeur financier, le secrétaire général. Et là, je leur pose des questions, j'en ai envoyé certaines avant, et je ne garde finalement que 3 ou 4 questions d'ordre stratégique, et à la limite, et c'est ça le dialogue social, je leur dis, vous pouvez dire au président que je poserai telle ou telle question. Qu'il les prépare. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le piéger. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la réponse. Donc, du coup, voilà la question. Pourquoi on fait ça? Alors, des fois, on n'a pas les questions, puisqu'il y a des choses qui arrivent au dernier moment, et on en dira peut-être un mot tout à l'heure. Alors, le statut, vous avez dit à juste titre que moi, j'étais, comme je l'ai dit, j'avais un mandat CE, DP, CHSCT, du jour où on est élu, enfin, on a 8 jours pour choisir. Donc, on abandonne tous ces mandats.
Il faut savoir que ce n'est pas le cas en Allemagne. Il faut savoir que certains pays nordiques ne comprennent pas que l'on soit obligé d'abandonner un mandat de CE obligatoirement alors qu'on est administrateur. Donc là, aujourd'hui, c'est la règle. Mais on peut se poser véritablement la question. Et c'est vrai que le comportement en conseil d'administration n'a rien à voir avec le comportement dans une autre instance. Le statut, vous avez parlé de la responsabilité. Moi, je peux vous dire, j'ai une collègue d'une autre banque ici qui a eu la même chose, c'est que nos banques opérant aux États-Unis, où on est en général swap dealer, c'est-à-dire qu'on fait des opérations assez sophistiquées là-bas, nos empreintes digitales ont été prises par l'ambassade américaine qui est venue directement au conseil d'administration. Notre responsabilité est engagée et on peut être arrêté en arrivant aux États-Unis si, à un moment donné, des poursuites devaient avoir lieu. Donc, ça vous met une responsabilité sur le dos tout de suite. Le statut, d'une manière, pour moi, il est assez important au sens où l'administrateur, il est seul. Ça, de toute manière, il ne faut pas l'oublier. Il serait d'autant plus seul si vous aviez raison sur la diffusion d'informations, mais j'y reviendrai. Parce que, comme je vous dis, qu'on m'explique où est-ce qu'il y a une information confidentielle, ou du moins, quelle est la durée de la confidentialité. Quand le Crédit Agricole achète le Crédit Lyonnais, c'est assez confidentiel. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que sur le week-end, le samedi, le dimanche, dans des hôtels gardés avec des chiens, etc., tout le monde s'est réuni. Il y avait d'abord la fédération, puis après il y a eu le conseil du Lyonnais, puis après il y a eu le conseil d'administration de CASA, puis le conseil d'administration de CACIB, et puis ensuite il y a eu la convocation des CE, qui sont arrivés les CE juste après, puis après, le lundi matin, il y a eu l'ouverture à la presse. Donc la confidentialité, en réalité, il y a vraiment combien de sujets qui pourraient conduire à ce qu'un administrateur salarié trahisse son entreprise ou prenne un risque? À mon avis, c'est un faux problème parce que, moi, j'en ai pas encore eu d'exemple. Toute l'actualité qu'il y a actuellement ou autre, elle est dans la presse, elle est parce que il y a des obligations au niveau de la communication d'une entreprise, de communiquer des alertes, d'informer les actionnaires, et donc l'administrateur salarié est là-dedans. Il suit, il écoute, et ce n'est pas lui qui va prendre le risque de se mettre en porte-à-faux et de tuer la représentativité de la valeur ajoutée qu'il porte en faisant n'importe quoi. Une question qui, pour moi, est importante, c'est le réseau interne. Faut-il être syndiqué pour être administrateur salarié? C'est vrai que dans mes différentes élections, je me suis retrouvé en face, une fois, d'un candidat libre qui avait obtenu les 150 signatures et qui était allé. Rien contre, hein, tout à fait compétent, aucun problème. La question que moi, je me pose, c'est la question du réseau. Moi, j'appartiens à une organisation syndicale, donc j'ai obligatoirement des élus dans un CE, un CHSCT, des délégués du personnel. J'ai effectivement des élus dans la maison mère, des élus dans les autres filiales, j'ai une fédération, j'ai des avocats, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler. Quelqu'un qui est un indépendant, il peut se créer son réseau, mais il me semble que c'est plus difficile. Je ne vais pas dire qu'il ne faut pas et qu'il ne doit pas y en avoir, ce n'est pas du tout la question, mais je me demande que le réseau en tant que tel, parce qu'il y a une question, je reviendrai sur le réseau tout à l'heure, c'est important de savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est dit au CHSCT. Nos deux banques, comme certains le savent, quittent Courbevoie pour aller à Montrouge. Ça crée des drames qui sont vécus au CHSCT, qui sont évidemment portés en CE et évidemment portés en CA. On atteint à la valeur ajoutée de l'entreprise. Donc le lien est quand même, pour moi, excessivement important. Et puis ce lien avec le réseau, c'est pour faire remonter l'information. Vous avez des gens qui viennent en toute confiance vers vous. Alors la communication. Au départ, c'est dans le OCA. Mais ça, après, c'est une question individuelle. Il faut avoir le courage de parler. Moi, j'ai des collègues dans les conseils d'administration, le président ne leur donne pas la parole. Il faut savoir que ça existe encore en France aujourd'hui. Donc, à un moment donné, c'est difficile de l'apprendre, mais pourquoi pas? On a le droit de l'apprendre. Et on a d'autant plus le droit qu'on a derrière l'exigence à avoir que notre intervention figure bien dans le procès verbal. Donc, arriver à dire, Monsieur le Président, au procès verbal, mon intervention de la dernière fois n'est pas mentionnée, je désire qu'elle soit rajoutée, c'est normalement le minimum qui doit être fait. Donc, le courage de parler. Ensuite, et en plus le courage de parler, vous imaginez, là je pensais actuellement dans l'actualité que nous vivons, j'ai un collègue chez EDF, EDF traverse une situation très particulière aujourd'hui, et je peux vous dire qu'il est en suractivité. J'ai un collègue chez Renault, je crois qu'il y a eu quelques problématiques de rémunération chez Renault. La position de l'administrateur salarié là et autres, il y a aussi un travail important dessus. Nous, alors là, on vient de se prendre, mais on le savait, moi j'étais en conseil d'administration lundi, on a l'Assemblée Générale dans la semaine prochaine, le Crédit Agricole, la BNP derrière, Panama Papers et compagnie. C'est des sujets qui méritent qu'on s'exprime aussi, vous voyez. Donc il y a quand même des éléments où l'administrateur salarié, il a quand même beaucoup de choses à dire. Alors, la confidentialité, j'y reviens encore parce que c'est... Moi, quand je suis arrivé, j'ai dit donc à mon directeur général, écoutez, monsieur, je suis élu pour 3 ans,
moi, je ne vais pas rester à ne pas communiquer aux salariés pendant 3 ans. Donc, je veux l'autorisation de faire une lettre d'administrateur vers les salariés. Parce que je ne vais pas me représenter dans 3 ans en disant, ben voilà ce que j'ai fait. Non. Donc moi, depuis toujours, j'ai fait 2, puis 3, puis 4, puis 5 lettres d'administrateur par an. Et puis cette lettre, elle suit un processus. Hein. Je dis ce que moi je dis. Donc on peut dire des choses à travers, évidemment. L'ordre du jour. Et ça passe par un secrétariat général qui vérifie, finalement, s'il n'y a pas des choses qui n'auraient pas dû être dites. Alors, comme je vous dis qu'avec les timings actuels, le temps que ma lettre elle sorte, 3 semaines après, il n'y a plus de confidentialité sur les sujets classiques, les résultats sont connus, enfin bref, tout ça. Évidemment, pas de diffamation. Et éventuellement, moi, je pense qu'en 15 ans d'administrateur, on a dû me demander de retirer une dizaine de mots. J'avais été un peu fort sur quelques adjectifs, peut-être, mais donc, rien. Et quand on réfléchit très très bien, on s'aperçoit intelligemment, et certains l'ont dit, au contraire, c'est un outil de communication pour la direction générale aussi. Il y a autre chose qui arrive, et ça permet de conforter et de construire. Alors, il y a des tas d'entreprises où ça ne se fait pas, hein, où il n'y a pas du tout de communication, où il y a d'autres modes d'expression. Mais je veux dire, moi, l'aspect on n'a pas le droit de, ben, pour l'instant, j'ai encore jamais été poursuivi et je crois qu'au contraire, je me suis permis des propos des fois un peu durs, mais voilà, dès lors qu'ils sont réels et que vous assumez votre responsabilité, je ne vois pas pourquoi vous empêcherez de le dire. Dans certaines entreprises, il n'y a pas d'aide administrateur, mais l'organisation syndicale dédie une page de son tract à l'administrateur salarié. Donc c'est aussi, tout ça c'est cadré, hein, bien entendu. Et si on est dans des entreprises aujourd'hui où on met en avant la RSE, on met en avant la transparence, pourquoi interdire une communication? Alors l'information, il est évident qu'elle est indispensable, mais elle n'est pas du tout indispensable pour les administrateurs salariés. Hein. Elle est indispensable pour tous les administrateurs. Tous les administrateurs. Bien autour de la table, bien souvent les administrateurs mériteraient d'être formés. Alors moi j'ai suivi la formation, la certification de Sciences Po IFA. Hein. Donc voilà, puis on va voir si Dauphine travaille dessus demain, parce que je pense qu'il y a des idées aussi pour que Dauphine fasse une formation pour les administrateurs salariés. Pour les administrateurs, c'est pas administrateurs salariés. Pour les administrateurs. C'est confidentiel. Pardon ? C'est confidentiel. C'est confidentiel ? Non, mais alors c'est plus confidentiel, et moi je le souhaite, parce que moi je suis Dauphine, hein, de toute manière. Donc autant que Dauphine s'aligne. Désolé. Alors cette formation, elle est obligatoire parce que, évidemment, il y a les fondamentaux, il y a la culture générale, il y a l'approche comportementale, savoir écrire, savoir parler. Enfin, c'est vraiment pas facile, moi. Ça serait amusant, une fois, de mettre une petite caméra et de voir un conseil d'administration, et ceux qui font partie des conseils d'administration ici le savent, l'atmosphère est parfois pesante, et prendre la parole à un moment donné, faut dire, Monsieur le Président, j'ai entendu ce que vous venez de dire, mais je ne suis pas d'accord sur ce que vous évoquez sur votre rémunération. Dans votre rémunération, vous intégrez un certain nombre d'éléments. Moi, je considère que l'actualité mérite qu'on en intègre un autre. Et donc, messieurs les administrateurs, je l'ai fait lundi. Bon, voilà, ça met de l'ambiance. On l'a bien noté, monsieur Dreyfus, ce que vous allez dire. Nous allons y réfléchir. OK, mais moi, c'est dans le PV. Hein. Et s'il arrive un incident, c'est dans le PV. Voilà, c'est le temps dédié. Vous avez raison, mais la loi le précise maintenant. Hein, on a le droit à 15 heures minimum par réunion, conseil ou comité. Et alors, c'est vrai que des entreprises donnent des crédits d'heures plus élevés, voire même jusqu'à demi-permanent ou permanent. Alors, ce que vous m'avez dit sur les permanents, moi, je ne le savais pas, parce que j'ai des collègues qui sont permanents. Alors, comment ça fonctionne? Faut voir. Et si les entreprises le font, c'est qu'elles se sont couvertes. Très, très rapidement, j'ai encore quelques minutes. Très rapidement, je voudrais répondre aux 5 questions qui étaient indiquées ici. Il y avait une question, quels sont les rôles et les contraintes pour les administrateurs salariés? Alors d'abord, un administrateur salarié, c'est un administrateur comme les autres, vous l'avez dit. Hein, les mêmes droits, les mêmes devoirs, même droit à la parole, même contraintes, respect de la collégialité, etc. En plus, mais lui, il apporte la réalité de terrain. Combien de fois, moi, j'ai eu le droit à un certain silence parce que les administrateurs indépendants, ils ne connaissent pas comment vit l'entreprise. Par définition, ils viennent quoi? 5 fois, 6 fois dans l'année. Ils peuvent rencontrer des dirigeants, ils vont dans les comités, mais est-ce qu'ils savent ce qui se passe réellement dans l'entreprise? Et nous, on est là pour leur apporter un certain nombre d'éléments, mais pas que négatifs, hein, des éléments positifs, au contraire, l'ensemble, pour qu'ils aient effectivement ce vécu. Maintenant, c'est vrai qu'il faut rester dans la dimension stratégique et autres. Et on n'est pas là pour discuter de l'augmentation de salaire, etc. Et c'est vrai que certains se perdent là-dedans, alors que ce n'est pas du tout. La politique de rémunération est fondamentale. D'ailleurs, elle est traitée aujourd'hui dans un comité des rémunérations. Moi, il y a quelqu'un d'autre dans la salle qui pourrait dire la même chose, ce que je vis de plus dur aujourd'hui, c'est le comité des rémunérations. Le comité des rémunérations, où effectivement, on est avec le président,
et on décide de la rémunération de son directeur général et les 3 directeurs généraux délégués. Et là, voilà, c'est quelque chose qui est d'une complexité, c'est de toute manière ce que j'aurais vécu de plus dur. Ça n'empêche pas de dire quelque chose, de dire ce qu'on a envie de dire, mais et d'ailleurs, je comprends même pas, à la limite, au-delà des principes, c'est pas ce comité-là, pour moi, qui est le plus important. Je pense qu'aujourd'hui, c'est les comités d'audit, c'est les comités des risques, c'est les comités stratégiques qui sont beaucoup plus importants. Comité des rémunérations, de toute manière, si on n'est pas d'accord, on le dira en séance de conseil. Bon, ça, c'est une chose. Le droit permet-il d'éclairer le statut d'administrateur salarié? Ah oui, il lui permet déjà d'exister, hein, ça c'est déjà pas mal, et on peut regretter ça. Moi, c'est pas un scoop. Nous avons 3 femmes qui ont rejoint le conseil d'administration de Crédit Agricole CIB lundi. Ça fait 5 ans qu'à tous les conseils, je dis, où sont les femmes? C'est pas la chanson, mais où sont les femmes? Voilà. Il a fallu qu'il y ait une loi pour obliger effectivement le Crédit Agricole, comme d'autres entreprises, à dire le quota. Ah, on est content, on a 43%. Bravo! Mais là, voilà, il a fallu une loi. Les administrateurs salariés, c'est un peu comme ça. Il faut une loi, alors que c'est une évidence. L'IFA travaille dessus depuis 15 ans. On dit, mais c'est évident. Tous les gens, quand les administrateurs salariés, à un moment donné, disent, mais ça apporte un éclairage différent quand on interroge les indépendants. Voilà, bon, c'est pas eux qui vont faire la stratégie d'entreprise, mais ils vont peut-être apporter des éléments ou autres. Il m'est déjà arrivé de faire annuler des résolutions. Voilà, mais il faut connaître l'entreprise. Et puis, comment parler de RSE aujourd'hui si on n'a pas la première partie prenante de l'entreprise qui est présente autour de la table et qui puisse discuter? Alors, comment les réseaux d'administrateurs jouent-ils dans la constitution des conseils? Alors, ce n'est pas le réseau des administrateurs salariés qui va jouer sur la constitution des conseils en France. Il n'en demeure pas moins que nous, d'abord l'IFA a un réseau d'administrateurs salariés. Donc, il y a un club des administrateurs salariés. Donc, les administrateurs salariés de toute organisation syndicale se rassemblent régulièrement, 2-3 fois par an, pour échanger. Et nous, dans ma confédération, on a un club des administrateurs salariés, et où on se réunit également plusieurs fois dans l'année pour échanger sur les bonnes pratiques, ce qu'on écrit, ce qu'on ne peut pas écrire, ce qu'on peut dire, etc. Et ça permet également, ce réseau d'administrateurs, à inciter nos collègues à se former, justement, et à ne pas avoir peur d'y aller. Ah, c'est vrai que les premières séances, on ne dit pas grand-chose, mais après, il faut pouvoir y aller. L'éthique des administrateurs s'invite-t-elle dans leur mission? Alors là, j'ai mis une évidence, point d'exclamation, je ne vais pas m'étendre dessus, parce que si on ne considère pas ça comme une évidence du mandat d'administrateur, maintenant, ça ne veut pas dire que l'entreprise, elle est éthique. Hein, moi, aujourd'hui, je suis excessivement gêné par ce que vivent les banques. À un moment donné, ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Tout n'est pas tout gris, tout blanc, tout noir. Il y a tous les cas de figure, mais il va y avoir des discussions. Comment s'articule la mission d'administrateur et le rôle du comité d'audit? Alors là, ça va être le débat tout à l'heure. Mais là, je veux dire tout de suite quelque chose. Ça s'articule très mal. Non, je veux dire qu'aujourd'hui, très clairement, je l'ai dit à l'IFA, j'ai dit lors de la formation que j'ai, on a un problème quand même. Alors, en tout cas, moi, dans ma banque, c'est évident, et j'en ai parlé avec d'autres. Moi, le conseil d'administration de lundi, il a duré 4 heures. C'est un des plus longs conseils d'administration en général, c'est plutôt 3 heures. Un comité, dans des banques aujourd'hui, de par la loi, il y a un comité des risques et un comité d'audit. Chacun de ces comités fait au minimum 5 heures. Donc, c'est-à-dire que les administrateurs qui sont dans ce comité, qui sont censés préparer les dossiers en tant que tels, à un moment donné, ont beaucoup plus d'informations que les administrateurs, les autres, qui à un moment donné votent. Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc moi, j'ai sur mon bureau personnel actuellement un certain nombre de courriers que je prépare directement à un certain nombre de niveaux en disant il faut que ça change. C'est pas possible qu'il y ait des comités qui aident à préparer les comptes, etc. Mais quand des pans entiers de l'activité peuvent être vus par des comités en tant que tels, sinon, on va revenir à ce que je disais au début, je poserai 200 questions en séance. Et à ce moment-là, il faudra qu'on m'interdise de les poser. Et si on m'interdit de les poser, je publierai qu'on m'interdit de poser mes questions. Et on verra la suite. Donc ça pose le comité d'audit aujourd'hui, pour moi, c'est fantastique dans beaucoup de domaines. Évidemment, on ne va pas descendre les comptes à un ou voir les commissaires aux comptes à un, mais il y a des sujets traités qui méritent effectivement d'être traités véritablement au sein du conseil d'administration. Vous avez plus de conseils d'administration, des séminaires stratégiques. En ce qui me concerne, nous avons un séminaire stratégique dans 3 semaines pour traiter de sujets à côté. Sinon, à un moment donné, il y a cette dichotomie. Alors, je terminerai juste en disant, je me considère comme un administrateur indépendant, évidemment beaucoup plus indépendant que tout administrateur indépendant qu'il y a autour de la table. L'administrateur indépendant, il est passé par un comité des nominations. Il est passé, effectivement, il a présenté par le directeur général, le président, etc. Et la valeur n'est pas mise en cause, les capacités, les compétences, tout ce qu'on veut, effectivement, mais il n'est pas, quoi qu'on dise, à un moment donné, pour moi, indépendant.
Moi, je suis indépendant, puisque je suis salarié de l'intérieur. Je suis, j'ai mis ma carrière en jeu en acceptant ce type de mandat. Je dis ce que j'ai à dire, et puis voilà. Merci de votre attention.